Merci à tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est une fois de plus avec beaucoup d'intérêt que j'ai assisté à ce colloque organisé par Idées Nation, cette fois sur le thème de la défense. Je sais que l'assistance a suivi avec attention vos débats, messieurs les interlocuteurs, et j'en profite une fois de plus pour saluer les dizaines de milliers d'internautes qui nous suivent en direct. Encore une fois, des interventions de très grande qualité qui nous ont permis de mesurer l'ampleur de la tâche qui attend le futur président de la République dans le domaine de la défense nationale. Car ne l'oublions pas, le chef de l'État est en même temps chef des armées. Et c'est donc bien de lui que dépendent les grandes impulsions en matière de défense. Je remercie en particulier l'amiral Vaquet pour la rigueur et la richesse de son analyse. Je salue la présence du général Pinard-Legris, président de l'association de soutien à l'armée française. Et je rends un hommage particulier à M. André Pertusio, qui a fait part de son expérience de résistant héroïque. À une époque où l'esprit de renoncement a gagné l'ensemble de nos élites, il est sain et utile de revenir à l'essentiel. La France s'est construite sur un esprit de résistance, sur les valeurs de courage et d'honneur, qui, à chaque fois qu'elle était menacée dans son histoire, lui ont permis de se remettre debout et de reprendre en avant sa marche glorieuse. La France a connu des 11 novembre 1940 et elle en connaîtra d'autres parce qu'elle ne se soumettra jamais. Ce sont précisément ces valeurs de résistance, de courage et d'honneur qu'incarne seul mon projet, quand tous les autres se sont vautrés depuis tant d'années dans l'asservissement aux puissances d'argent et aux féodalités en tout genre. Permettez-moi en effet, avant d'en venir au cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui, la défense nationale, de m'arrêter sur cette rupture patriotique, cette rupture française que je représente. Ma candidature à l'élection présidentielle montre un chemin à la France et au peuple français. Il ne s'agit pas de multiplier les promesses comme les autres le font si bien en même temps. De lui redonner une fierté, un honneur, une place dans le monde. Et sa place est bien sûr tout en haut. Je le sais, on me reprochera mon patriotisme. Les élites, depuis longtemps tournées vers l'horizon indépassable... J'ai failli, hein. J'ai réflexe quand même. Pardon, nos élites, donc je disais qu'elles étaient depuis longtemps tournées vers l'horizon indépassable de l'Union européenne et d'une mondialisation qu'on nous vendait, souvenez-vous, heureuse, regardent souvent avec mépris, si ce n'est avec dégoût, le patriotisme. Les yeux rivés sur les sondages d'opinion, quelques candidats à la présidentielle en mal d'inspiration s'enroulent tous les 5 ans dans le drapeau bleu-blanc-rouge pour essayer de berner les électeurs. Mais ces candidats faussaires n'ont pas la France aux tripes. Et comment ne pas voir que la fracture entre ces élites, cette caste et la France, s'accroît, quand désormais le président de la République lui-même en appelle à de nouveaux abandons de souveraineté et à l'Europe fédérale, qui n'est ni plus ni moins que l'Europe allemande, l'Europe des marchés et la fin de la France. Parti dans une fuite en avant délirante vers le fédéralisme, Nicolas Sarkozy a montré son vrai visage. Oui, je pèse mes mots, mais je dois le dire sans détour parce que personne n'osera le dire. Le chef de l'État, aujourd'hui installé à l'Élysée, n'aime pas la France, ne la respecte pas. Il la trouve trop petite, il la voit faible. En creux de ses discours, et celui d'hier était révélateur, on comprend qu'il pense le peuple français paresseux, égoïste, figé, peureux. Il n'aime pas la France et il est en train de tenter de la liquider. Il n'aime pas la France et il entre chaque jour un peu plus dans la collaboration avec ses maîtres,
les marchés et les banques. Il est toujours prompt à s'aligner sur un autre pays, les États-Unis un jour, l'Allemagne aujourd'hui. Il n'aime pas la France. Et avec ses amis du CAC 40 et de la caste politique, il travaille sans relâche à la suprématie des marchés, la fin des souverainetés nationales, la mise sous tutelle, la négation des nations, la mort de la démocratie, l'exclusion des peuples et la fin de la France. Quand on dit que l'Europe n'est plus un choix et qu'on est prêt à accepter le diktat allemand pour maintenir ce carcan, en quoi est-on encore patriote? En quoi aime-t-on encore la France? L'Europe des sanctions budgétaires, mais ce sera l'Europe de l'austérité permanente, l'Europe punitive. Les Français se sont presque habitués à la crise, mais ce qui nous attend est tout autre. C'est une véritable dépression, avec une hausse vertigineuse du chômage, un chômage de masse. Et les sanctions de l'Union européenne nous obligeront à tailler dans les indemnités chômage, dans les salaires, dans les pensions. Les impôts augmenteront pour les plus faibles, pour les classes moyennes, dans des proportions élevées. Le pouvoir d'achat s'effondrera. Et la France sera encore plus faible, engluée dans un véritable marasme européen. Cette crise, cette dépression même, sera différente des autres crises. Elle sera bien plus grave. Cette folle politique anti-croissance mènera des millions de Français à la misère, en jettera beaucoup à la rue et ruinera le pays. Accroître la récession en menant une politique d'accentuation de la crise, en ruinant les secteurs productifs de la France, voilà le programme du candidat Sarkozy. Alors oui, face à eux, je l'assume et je le revendique. Je suis profondément patriote. Mon patriotisme n'a jamais varié et je ferai en sorte que cette valeur essentielle revienne au premier rang dans notre pays. Or, la question des objectifs et des ambitions données à notre défense nationale est intimement liée à notre conception du patriotisme. C'est l'ensemble de mon projet de redressement national qui s'inscrit dans cette dynamique patriote. Il vise la réussite partout de la France. Il prépare son rayonnement, il promeut sa langue nationale, il défend son État, la nation, notre intelligence économique, notre culture et nos valeurs. Oui, mon projet rompra avec le mépris des élites pour le patriotisme populaire. Je l'ai dit et nous l'avons écrit dans notre projet présidentiel. Dans le cycle de formation des fonctionnaires des 3 fonctions publiques, l'accent sera mis sur le sens de l'État et le patriotisme. L'École nationale d'administration, l'ENA, veillera en particulier à recruter des hauts fonctionnaires patriotes, ayant le sens de l'État. Il y a un grand oral pour cela, et nous l'utiliserons à cet effet. Quoi de plus normal que de s'assurer que les premiers serviteurs de l'État soient attachés à notre pays? Eh bien, on remettra du bleu, blanc, rouge sur les bancs de l'ENA et dans l'esprit de nos élites, et croyez-moi, ce ne sera pas un mal. En outre, tous les bâtiments publics de France, qu'il s'agisse des administrations centrales ou locales, devront en permanence arborer le drapeau français. Et le drapeau de l'Union européenne ne sera plus autorisé sur ces bâtiments. Nous subissons l'Union soviétique européenne, on n'est peut-être pas quand même obligé de la fêter. Signe de ce délitement absolu du patriotisme dans notre pays, cette polémique hypocrite qui est née il y a quelques jours sur le siège de membre permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies avec droit de veto. Aujourd'hui, ce sont les Verts et le PS qui veulent que la France perde ses prérogatives. Mais en 2004, au Parlement européen, c'étaient les députés UMP qui avaient voté une motion demandant le transfert de ce siège permanent à l'Union européenne. Et oui, une nouvelle fois, PS et UMP, main dans la main contre la France. Mais honte à cette caste politique PS et UMP qui, dans le dos des Français, veut brader notre pays. Je le dis solennellement, le siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU
ne peut faire l'objet d'aucune négociation, ni même d'aucune discussion. Le patriotisme remis au cœur des valeurs de notre pays, partout où il a sa place, fera le pont entre notre société civile et notre armée. Car c'est bien le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et quand vous y réfléchissez bien, il y a un lien absolument évident entre les deux. Il y a un lien charnel entre le peuple français et son armée, comme il y a un lien charnel entre le peuple français et la France. C'est quand la France est fière d'elle-même, quand elle revendique glorieusement ses couleurs et ses valeurs, que son armée est fière et respectée. Alors comment ne pas se souvenir, en ce 2 décembre, que le gouvernement Chirac-Villepin-Sarkozy a refusé de célébrer il y a 6 ans maintenant le bicentenaire de la grande victoire d'Austerlitz, cédant aux pressions communautaristes de quelques intellectuels excités, comme d'habitude, cachant leur haine revendiquée de Napoléon Bonaparte, qui cachaient en réalité leur haine féroce de la France. Et puis, comment oublier quelques semaines auparavant que les mêmes n'avaient pas hésité à envoyer les fleurons de la Marine nationale célébrer le bicentenaire de la défaite de Trafalgar. Eh oui, nous ne pouvons que nous en souvenir, nous, quand l'UMP ose encore prétendre défendre la patrie. On s'en souvient mieux encore parce que le 2 décembre, c'est le 2S, la fête des Saint-Cyriens, et parce que les premiers élèves de Saint-Cyr tombés au champ d'honneur sont morts à Austerlitz. En 2005, nos élites, ainsi, nous ont montré le peu de considération qu'ils ont pour l'armée de la France et pour ceux qui la servent. Et ce manque de considération ne se limite pas à ces symboles. Il se manifeste encore plus par la diminution constante des crédits qui sont alloués à la défense. Je ne reviendrai pas sur tous les éléments dramatiques soulignés cet après-midi, parfois, c'est vrai, avec humour. Il est vrai que parfois, il mieux vaut en rire qu'en pleurer, parce que tous nos intervenants les ont fort bien exprimés, mais j'insisterai sur l'essentiel. Depuis la fin de la décennie 1980, les crédits militaires ont fondu de 3,6% à moins de 1,6% du PIB. Jamais la France n'a consacré aussi peu à sa protection. Les crédits aux armées sont devenus une variable d'ajustement du budget de l'État. Au rythme actuel, sur les 377 milliards prévus pour la période allant de 2009 à 2020, il manquera 25 milliards d'euros. Rien qu'en 2010, le gouvernement Sarkozy-Fillon a imposé une réduction de 3,6 milliards, rendant impossible d'atteindre l'objectif des lois de programmation destinées à maintenir la cohérence de notre système de force. Le plan de réduction d'effectifs de 54 000 hommes sur 5 ans, soit 17% du total, c'est considérable, limite à 10 000 hommes le contingent opérationnel pour la défense du territoire. Nombre d'équipements et de matériel, on l'a dit, sont en fin de vie. Nombre de soldats en fin de contrat ne sont pas reconduits, au risque pourtant de nous priver d'hommes d'expérience. Les crédits affectés au maintien en condition opérationnelle des matériels comme à l'entraînement des forces arrivent à un seuil critique, mettant en danger nos soldats sur le terrain. Il est navrant de constater que sous Nicolas Sarkozy, la France jette des dizaines de milliards d'euros dans le trou sans fond de l'euro, de la dette grecque ou portugaise, des banques, mais qu'elle n'est pas en mesure de mettre en sûreté ses citoyens et ses soldats. Pas plus que le gouvernement n'est en mesure de protéger nos entreprises, nos innovations, nos intérêts économiques et stratégiques par l'intermédiaire d'une véritable intelligence économique au moment où la guerre économique n'a jamais été aussi brutale dans le monde. Après 20 ans de réduction, la France franchit le seuil critique en deçà duquel l'instrument militaire ne répond plus aux objectifs pour lesquels il fut conçu, la défense de nos intérêts vitaux et, pour commencer, celle du territoire. Ainsi, nous désarmons de fait, alors même que le reste du monde réarme. Les crédits militaires ont augmenté de 6% par an en moyenne dans le monde.
Le dénuement progressif de nos armées n'empêche pas Nicolas Sarkozy, inspiré par sa muse, BHL, à qui je retirerai dès mon élection sa nomination de colonel citoyen de l'armée de l'air, qu'on lui a scandaleusement accordée. Celle de Drucker aussi. Bien, ce dénuement progressif, disais-je, n'empêche pas Nicolas Sarkozy de jouer les fiers à bras et de multiplier à des fins électoralistes les interventions extérieures, engageant 12 500 soldats hors de nos frontières. Nous avons toujours condamné la participation à des interventions multinationales, souvent hasardeuses et dans lesquelles l'intérêt national est tout, sauf évident. Nous pouvons comprendre que les Américains sont intervenus en Afghanistan après l'agression dont ils furent victimes le 11 septembre 2001, mais avions-nous besoin d'envoyer, nous, nos soldats, au prix de la mort de trop d'entre eux? Et puis, 10 ans après, quelle solution raisonnable est en vue? Parce que les buts de guerre ne sont ni précis, ni réalistes. Enfin, au-delà de l'Afghanistan elle-même, dont on partira piteusement, probablement, sans avoir apporté aucune amélioration, eh bien, les conséquences sur le Pakistan voisin suscitent aujourd'hui de légitimes inquiétudes. Je suis, vous le savez, hostile à ces guerres, qui ne sont pas les nôtres. Mais je tiens à vous dire qu'en toutes circonstances, je rends hommage à nos soldats, à nos marins et à nos aviateurs. Partout, un fils de France reste un fils de France. Et il doit pouvoir compter sur notre soutien indéfectible. Nos soldats ont payé très cher ces interventions hasardeuses, mais ils continuent de se battre héroïquement. Qu'ils sachent que nous sommes tout entiers avec eux. Alors non, mes amis, la démocratie ne s'exporte pas à la pointe des missiles de l'OTAN, et l'Irak, d'ailleurs, nous le montre tous les jours. Nous ne pouvons oublier qu'en 2003, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, fit néanmoins savoir, malgré qu'il soit ministre de l'Intérieur, que s'il n'avait tenu qu'à lui, la France se serait engagée dans l'aventure irakienne. Cette aventure a déstabilisé tout le Moyen-Orient, alors que le pays a éclaté, que le terrorisme y sévit toujours et que des dizaines de milliers de chrétiens ont fui la répression sanglante. Non, la démocratie n'est pas un produit d'exportation. Nous le voyons aussi en Libye. Nous y avons fait leur guerre, apporté soutien financier, armé et placé à sa tête des politiciens islamistes qui n'ont rien eu de plus pressé que d'établir la charia, la polygamie et la répudiation unilatérale par les hommes. Oh, splendide réussite en matière démocratique, puisque même la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la charia était incompatible avec la démocratie. M. BHL mérite une nouvelle autre breloque qu'on pourrait probablement lui remettre à l'issue de cette victoire. Alors aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé s'interrogent à voix haute pour savoir si la France doit intervenir en Syrie. Nous nous interrogeons à voix haute, est-ce encore pour favoriser quelques fondamentalistes islamiques? Prend-on en considération les chrétiens de ce pays qui, depuis des siècles, regardent vers le nôtre? La République anticléricale de la fin du XIXe siècle avait plus de considération pour eux que ce gouvernement, imbu d'un droit d'ingérence qui n'est que la résurgence de l'archaïque politique de la canonnière, et aujourd'hui les canons sont américains. Je veux, mes amis, pour la France un autre destin. Je veux pour la France une ambition mondiale et non une vassalité mondialiste. Je ne veux plus que notre armée serve de supplétif à quiconque. Je veux une défense nationale à la hauteur de la grande nation que nous sommes et que nous devons rester. Alors nous devons d'abord recentrer notre stratégie pour assurer notre indépendance. La France doit être en mesure de défendre par elle-même ses intérêts et de garantir sa sécurité, sans tarder, tout en restant membre de l'Alliance atlantique,
la France sortira du commandement intégré de l'OTAN. Nous reviendrons à la position équilibrée que le général de Gaulle avait définie il y aura bientôt 50 ans et que Nicolas Sarkozy a bradée. J'aime beaucoup l'expression de l'amiral Vaquet, une armée à la croisée des chemins. Effectivement, nous sommes aujourd'hui à un point de bascule. Ou bien l'effort de redressement a lieu et nous pourrons assurer dans de bonnes conditions notre sécurité dans un monde devenu très dangereux, ou bien nous poursuivons sur la pente du déclassement, au risque de courir les plus grands dangers et de perdre notre indépendance et notre liberté. Sur le moyen terme, nous entreprendrons un effort pour parvenir progressivement, sur les 5 années du mandat, à consacrer 2% du PIB à une défense nationale marchant sur ses 2 jambes. D'une part, nous réaffirmerons et préciserons notre concept de dissuasion nucléaire, laquelle demeurera le fondement de notre stratégie de défense, la garantie ultime de la sécurité et de l'indépendance nationale. D'autre part, nous assurerons en priorité la protection du territoire national et la sécurité des Français, notamment grâce à la mise en place d'une garde nationale de 50 000 réservistes, hommes et femmes, mobilisables dans un bref délai, moins de 24 heures. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale a en effet mis en évidence la nécessité de disposer d'un outil de réponse aux crises et de consolider la résilience de la population. Les missions de cette garde nationale seront d'agir en renfort des forces de maintien de l'ordre et de sécurité civile et de participer à la défense du territoire national, notamment en protégeant les points d'intérêt vitaux. En outre, et cet aspect est un autre axe stratégique de mon projet pour la défense, nous ne devons pas, nous ne pouvons pas oublier que notre espace maritime est le 2e du monde, après celui des États-Unis. Et nous le devons à l'extraordinaire atout que représentent nos départements et collectivités d'outre-mer, nos pays maintenant d'outre-mer. Puissance continentale, la France est aussi une immense puissance maritime, présente dans tous les océans. On vous l'a rappelé tout à l'heure, 11 millions de kilomètres carrés de possession maritime. Une richesse absolument inouïe. Chaque collectivité française d'outre-mer devra donc bénéficier des capacités de défense nécessaires en insistant sur les supports maritimes pour protéger les zones économiques et les espaces de pêche, les sources d'énergie, mais aussi les réserves alimentaires de l'avenir. Au moment où nous sommes déjà 7 milliards d'humains sur la planète, sont largement dans les fonds marins. Les enjeux de souveraineté maritime de l'Arctique à l'Antarctique vont se radicaliser. Dans ce contexte, la France doit enfin avoir une grande politique de la mer, aujourd'hui complètement oubliée par des élites tout entières fascinées par l'Allemagne. Notre marine nationale en sera le pilier, fondée sur des bâtiments de surface et des sous-marins d'attaque, sans négliger l'indispensable, parce qu'il est indispensable, 2e porte-avions dont il faudra bien entreprendre la construction durant le quinquennat. Il faudra dans cet objectif reconstituer les filières industrielles de la défense, notamment en coopération avec certains partenaires européens, y compris la Russie. Un tel effort s'inscrira dans la planification stratégique de la réindustrialisation, qui est l'un des socles, vous le savez, de mon projet économique. Et il sera extrêmement bénéfique pour l'économie du pays et les innombrables entreprises PME, PMI du secteur. Personne ne peut oublier que l'industrie de défense joue un rôle capital dans l'innovation technologique. C'est dans cette industrie de surcroît qu'un euro investi rapporte le plus. Je ne citerai d'ailleurs, pour étayer mon propos, que la plus spectaculaire de ces innovations technologiques sur le plan mondial, Internet. Internet dont vous savez qu'il s'est d'abord développé dans un contexte militaire. Sur le plan des matériels, les programmes en cours de modernisation des équipements seront poursuivis
et de nouveaux programmes stratégiques seront progressivement lancés, en priorité dans le domaine spatial, où les compétences enviables que la France avait acquises dans les 25 premières années de la Ve République sont aujourd'hui, il faut bien l'admettre, en jachère. Eh bien là encore, la coopération franco-russe dans ce domaine doit être, je le crois, particulièrement relancée. Je ne peux évidemment, arriver presque à l'issue de cette intervention, passer sous silence le mauvais sort qui est fait à la gendarmerie. Intégrée de force au ministère de l'Intérieur, alors que son statut militaire et les spécificités de son action la distinguent très largement de la police nationale. Je n'accepterai pas la dilution programmée de notre gendarmerie. Son statut militaire sera sanctuarisé et ses effectifs, comme ceux de la police nationale, progressivement reconstitués sur la durée du mandat. Mon projet prévoit de manière très claire le retour progressif de la gendarmerie dans le giron du ministère de la Défense, parce que, par nature, c'est là qu'est sa place. Alors vous voyez, prendre la bonne direction à cette croisée des chemins ne nécessite pas dans l'immédiat un effort financier colossal. D'ici 2017, il aura été ramené à 2% du PIB, soit 0,4 points de plus qu'aujourd'hui, 8 milliards d'euros dans 5 ans. Dans l'état dans lequel les gouvernements UMPS successifs ont laissé les finances publiques, c'est le mieux qu'on puisse raisonnablement envisager. Ce n'est pas gigantesque, mais cela suffira à donner un signal très clair. La France n'entend pas continuer à décliner. Elle entend se relever et se donner les moyens d'une défense indépendante, clairvoyante, efficace, à la hauteur du très grand pays qu'elle est. Chers amis, alors que nos élites voient tout petit depuis des années, alors qu'elles ont rétréci la France parce que leur horizon s'arrête aux frontières de l'Union européenne, je propose une France pleinement dans le monde et pleinement dans son temps. Une France qui voit grand, une France qui n'oublie pas qu'elle est la 5e puissance mondiale, qui sait qu'elle a un message unique à porter. Alors vive l'armée française, vive la République et vive la France!